Ce qui suit vient du site Last Trumpet Ministries International. Le 25 avril 2020, le Washington Post a publié un article avertissant que la fatigue de quarantaine s'installe et que le peuple américain ne reste pas chez lui autant qu'il le devrait. Comment savent-ils cela? Il s'avère que les téléphones portables de la plupart des Américains sont suivis. Les gouvernements utilisent ensuite ces données pour déterminer dans quelle mesure les personnes se conforment au confinement à domicile. Le fait que les agences gouvernementales utilisent ces informations et les admettent ouvertement est un autre indicateur que la vie privée n'existe plus aux États-Unis d'Amérique. Bien que nous sachions depuis un certain temps que nos téléphones sans fil agissent efficacement comme dispositifs de suivi, il est évident que la pandémie de coronavirus est utilisée comme excuse pour éroder davantage des libertés civiles et étendre l'appareil de surveillance massif qui opère actuellement dans notre monde moderne. En avril 2020, il a été signalé qu'Alphabet Inc., la société mère de Google, avait publié une énorme quantité de données de localisation qui avaient été enregistrées par les smartphones des utilisateurs lors de leurs déplacements et de leurs activités quotidiennes. Ces données englobaient des utilisateurs dans 131 pays à travers le monde et ont révélé combien de personnes restaient réellement à la maison. Pour empiéter davantage sur la confidentialité, il a également été annoncé en avril que Google et le fabricant d'iPhone connu sous le nom d'Apple s'associent pour faciliter le suivi des smartphones dans le but de retracer des infections à coronavirus. Les mises à jour des systèmes d'exploitation des smartphones permettront aux appareils qui utilisent le système Android de Google ou le système iOS d'Apple de conserver un enregistrement numérique des mouvements d'un utilisateur de téléphone et de suivre leurs interactions avec les autres. Si quelqu'un est diagnostiqué avec un coronavirus, le smartphone de cet utilisateur avertira alors les smartphones des autres personnes qui se trouvaient à proximité de la personne infectée. Bien que Google et Apple se soient engagés à abandonner cette nouvelle technologie lorsque la pandémie sera terminée, rien ne garantit qu'ils le feront vraiment. Les gouvernements du monde entier ont utilisé une technologie sophistiquée pour garder un œil sur ses citoyens. En Corée du Sud, le suivi des données des smartphones a permis aux autorités de déterminer avec qui les gens avaient interagi en 10 minutes à peine. À Hong Kong et en Inde, des systèmes de clôture numérique ont été utilisés pour suivre les signaux électroniques des smartphones et des bracelets, permettant ainsi aux autorités d'appréhender rapidement les contrevenants à la quarantaine. En Australie occidentale, les législateurs ont adopté un projet de loi autorisant l'installation de pisteurs de surveillance dans les foyers pour garantir le respect des mandats gouvernementaux. En regardant aux États-Unis, les autorités d'Elizabeth, dans le New Jersey, ont déployé des drones pour avertir les gens d'observer la distanciation sociale. À Meriden, dans le Connecticut, des drones ont été utilisés pour surveiller les sentiers et les parcs de la ville. Pendant ce temps, une société connue sous le nom de Dragonfly a annoncé son intention de lancer des drones hautement sophistiqués, équipés de caméras aux capacités étonnantes. Ce que ces caméras peuvent faire, c'est détecter la fièvre, ce qui est très différent de la simple détection de la température. Ils peuvent détecter les éternuements. Ils peuvent détecter votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, et ils peuvent également détecter la distanciation sociale. Une situation où il y a une foule et vous voulez déterminer quel est le taux d'infection de la foule et s'il pratique la distanciation sociale, a déclaré le président directeur général de Dragonfly, Cameron Schill. Même avant la pandémie de coronavirus, la vie privée devenait rapidement une chose du passé. Néanmoins, nous voyons que les problèmes de santé actuels sont utilisés pour éroder les libertés civiles à un niveau historique. Si cette crise nous a appris quelque chose, c'est que les entités gouvernementales peuvent s'en tirer avec bien plus que nous le pensions en cas d'urgence de santé publique. Ces empiètements sont-ils justifiables? Arthur Kaplan, qui est professeur d'éthique médicale au NYU Langone Medical Center, semble le penser. Dans un fléau, les libertés civiles doivent être suspendues. Il y a de bonnes raisons à cela, a-t-il déclaré.
Kaplan a également suggéré que ce pays ne pourrait pas revenir à la normale à moins que les gens ne soient prêts à sacrifier leur vie privée. C'est la principale raison de vouloir céder la vie privée. Si nous ne recevons pas un vaccin ou un remède miraculeusement bientôt, la seule façon de sortir de l'isolement et de la quarantaine est de suivre ceux qui sont positifs et qui ne l'est pas et qui ils sont. Malheureusement, la technologie mise en œuvre pour suivre et surveiller les personnes pourrait très bien rester en usage même après la fin de la pandémie. Jake Laperruque, un conseiller juridique principal du Project on Government Oversight, aurait déclaré: souvent, lors de divers types d'urgences, nous voyons des choses que nous faisons se produire simplement parce que c'est une urgence. C'est vraiment difficile de se les approprier et les désactiver. Ainsi, nous voyons une autre manière dont la pandémie de COVID-19 pourrait changer le monde pour toujours. À certains moments, j'ai entendu des gens et des reportages qualifier les conditions de notre monde pendant la pandémie de coronavirus de nouvelle normalité. En réalité, cependant, il n'y a rien de normal dans ce qui se passe en ce moment. En tant que tel, nous devons nous demander quand le monde reviendra-t-il à la normale. On nous dit que des experts médicaux et des scientifiques travaillent frénétiquement pour développer un remède ou un vaccin pour traiter COVID-19. Au premier plan de cette quête se trouve le cofondateur de Microsoft, Bill Gates. Gates, qui a développé le système d'exploitation Microsoft Windows, qui a pris le monde d'assaut dans les années 1990, est l'un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui, avec une valeur nette supérieure à 100 milliards de dollars. Maintenant à la retraite de Microsoft, il est devenu un philanthrope bien connu avec un vif intérêt pour les vaccinations. Plongé dans l'histoire de M. Gates, révèle que son obsession pour les vaccins découle de la conviction que le monde est surpeuplé. Ce fait a été révélé dans un article de couverture publié en 2011 par le magazine Forbes avec le titre « Avec les vaccins, Bill Gates change à nouveau le monde ». Son intérêt pour le sujet l'a propulsé sous les projecteurs ces dernières semaines, alors que de nombreuses sources d'informations l'interviewent et le citent en référence à un vaccin contre le coronavirus. Pourtant, à ma connaissance, M. Gates n'a pas de diplôme en médecine, alors pourquoi est-il constamment consulté sur ces questions? Pourquoi Bill Gates devrait-il avoir un mot à dire sur la façon dont le peuple américain est traité? Néanmoins, M. Gates a indiqué que les États-Unis ne reviendront probablement pas à la normale avant un certain temps. Plus précisément, il estime que des mesures de distanciation sociale devront rester en place jusqu'à ce qu'un vaccin soit développé. Il est juste de dire que les choses ne reviendront pas à la normale avant d'avoir un vaccin que nous aurons distribué dans le monde entier, a déclaré Gates lors d'une interview sur le réseau Fox News. Dans une autre déclaration, Gates semble suggérer que tous, dans le monde, auront besoin du vaccin lorsqu'il sera prêt, ce qui implique peut-être qu'il sera obligatoire. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Nous allons devoir vacciner presque tout le monde, a-t-il insisté. Personnellement, je pense qu'il est immoral de forcer quiconque à subir une intervention médicale. Pourtant, compte tenu des événements récents de notre époque et des restrictions imposées à la population, il ne serait pas du tout surprenant qu'un vaccin soit déclaré obligatoire par les autorités. C'est en supposant qu'il en est un. Si vous suivez régulièrement l'actualité, vous avez probablement entendu la chronologie souvent répétée de 12 à 18 mois avant qu'un vaccin COVID-19 ne soit prêt pour le public. Cependant, le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et principal conseiller de Donald Trump au sein du groupe de travail sur le coronavirus, a déclaré qu'il faudrait au moins autant de temps, ce qui signifie qu'il faudrait probablement beaucoup plus longtemps. De plus, rien ne garantit qu'il n'y aura jamais un vaccin. Christopher Whitty, médecin-chef au Royaume-Uni, a été cité dans un rapport de Business Insider. Attention, nous ne supposons pas que nous allons avoir un vaccin contre cette maladie comme nous l'avons fait pour, disons, la rougeole, qui, une fois que vous l'avez, vous êtes protégé à vie. Nous ne pouvons garantir le succès. Les vaccins sont examinés car, pour chaque maladie infectieuse, on ne les trouve pas pour tous.
Ici, il convient de noter que le virus qui cause le COVID-19 a déjà muté. Il en existe maintenant plus de 30 souches. Une de ces souches s'est avérée avoir une charge virale 270 fois supérieure à la variation la plus faible. Ainsi, tout comme il existe de nombreuses variantes de la grippe, il existe de nombreuses variantes du coronavirus. Nous devons également nous rappeler que malgré le fait qu'il libère un vaccin contre la grippe chaque année et essaie ensuite de convaincre tout le monde de le recevoir, des milliers de personnes contractent toujours la grippe, et oui, cela inclut les personnes qui ont été vaccinées. En tout cas, Bill Gates n'a pas le dernier mot pour déterminer notre avenir ou quand nous pouvons revenir à la normale. C'est notre Dieu qui prendra cette décision. Inutile de dire qu'il y a beaucoup de méfiance à l'égard de l'homme qui a fait de Microsoft un nom familier. Quand on considère ces remarques sourcilleuses, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il est également assez étrange que la Fondation Bill et Melinda Gates, en association avec le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire et le Forum économique mondial, ait organisé une simulation de pandémie de coronavirus en octobre 2019, quelques mois seulement avant l'épidémie généralisée de COVID-19. Ils l'ont appelé événement 201. Le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire a publié une déclaration sur son site Web insistant sur le fait qu'il ne prédisait pas COVID-19. Bien que notre exercice sur table comprenait un faux coronavirus, les entrées que nous avons utilisées pour modéliser l'impact potentiel de ce virus fictif ne sont pas similaires à COVID-19, déclare le site Web. Pourtant, c'est une coïncidence assez particulière, n'est-ce pas? Au fil des ans, le peuple américain s'est habitué à pouvoir acheter ce dont il a besoin au supermarché. Pourtant, comme l'ont démontré ces dernières semaines, ce n'est plus une garantie que vous trouverez tout ce que vous cherchez lorsque vous vous apprêtez à faire l'épicerie. L'approvisionnement alimentaire américain est devenu de plus en plus tendu ces dernières semaines, les installations de transformation de la viande ayant été contraintes de fermer en raison des épidémies de COVID-19. Au moins 13 usines de transformation de viande dans ce pays ont fermé au cours des 2 derniers mois, y compris certaines des plus grandes installations des États-Unis. Cela comprend Smithfield Foods à Sioux Falls, Dakota du Sud, Transformation de porc JBS à Worthington, Minnesota, et Tyson Fresh Foods à Waterloo, Iowa. Ces fermetures ont entraîné une réduction de 25% de la transformation du porc et 10% du bœuf. La fermeture de cette usine, combinée à une liste croissante d'autres protéagineux qui ont fermé dans notre usine, pousse dangereusement notre pays à la limite en termes de notre approvisionnement en viande. Il est impossible de garder nos épiceries stockées si les usines ne fonctionnent pas, a averti Ken Sullivan de Smithfield Foods. John Tyson, qui est le président du conseil d'administration de Tyson Foods, a également émis un avertissement disant « La chaîne d'approvisionnement alimentaire s'effondre », notant que les agriculteurs du pays n'ont plus nulle part où envoyer leurs animaux, Tyson a ajouté. Des millions d'animaux, poulets, porcs et bovins seront dépeuplés en raison de la fermeture de nos installations de transformation. Concernant ces circonstances désagréables, Will Sawyer, économiste à CoBank, aurait déclaré « Nous n'avons pas vu de situation de notre vivant où l'industrie s'est contractée aussi rapidement que nous l'avons vu le dernier mois. » Même si l'approvisionnement du pays en viande est très menacé, le manque de demande de produits laitiers et frais dans les écoles et les restaurants a contraint de nombreux agriculteurs du pays à détruire leurs produits. Dans mon État d'origine, le Wisconsin, on a dit aux agriculteurs de déverser des dizaines de milliers de gallons de lait. Ailleurs, les œufs ont été délibérément brisés et les récoltes de fruits et légumes ont été détruites. Nous n'allons pas laisser la nourriture mourir, nous allons entrer et la détruire. C'est psychologique. Vous ne voulez pas voir votre récolte pourrir et souffrir, a déclaré un fermier de Plant City, en Floride. Un autre fermier de Huron, en Californie, a été contraint de labourer moins de 230 acres de laitue. La demande des gros clients est simplement passée à zéro. Et non seulement nous avons perdu des restaurants et des écoles, mais des gens allaient à l'épicerie pour acheter des produits non périssables à mettre dans leur garde-manger. Ils n'achetaient pas de légumes verts à feuilles. L'énorme gaspillage de nourriture est déchirant.
surtout à la lumière du fait que des millions d'Américains sont maintenant au chômage et, par conséquent, ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. Dans des scènes rappelant la Grande Dépression des années 1930, les files pour du pain sont revenues aux États-Unis. C'est le cas à San Antonio, au Texas, où le matin du 18 avril 2020, des voitures se sont alignées sur plus de 3 kilomètres, alors que les occupants des véhicules espéraient subvenir aux besoins de leur famille dans une banque alimentaire locale. Ces personnes étaient si désespérées que la file a commencé à se former à 2 heures du matin. À New York, où un tiers des gardes-manger sont maintenant fermés, de longues files de personnes affamées se rassemblent dans les installations qui sont toujours ouvertes. Dans certains cas, ces files s'étendent sur 20 pâtés de maison. La demande de banques alimentaires monte en flèche dans tout le pays. En réalité, je suis dans cette entreprise depuis 30 ans et rien ne se compare à ce que nous voyons actuellement. Même lorsque les aciéries ont fermé leurs portes, nous n'avons pas vu une demande accrue comme celle-ci, a déclaré Sheila Christopher, directrice de Hunger. Pendant ce temps, David Beasley, qui est le chef du Programme alimentaire mondial, a déclaré que le monde pourrait bientôt connaître des famines de proportions bibliques. Il prévient que 265 millions de personnes pourraient être confrontées non seulement à la faim, mais aussi à la famine. Je termine avec un article qui m'a été envoyé par notre très cher frère en Christ, Richard de la chaîne YouTube He's the Lamb, ayant comme titre Opération dépistage COVID. L'application Stop COVID semble avoir bénéficié d'un coup d'accélérateur ces dernières heures. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a annoncé mardi sur BFM Business que le dispositif de traçage numérique entrerait en phase de test la semaine prochaine. Il serait débattu devant les députés le 25 mai, puis déployé à grande échelle le 2 juin. Stop COVID est censé permettre de prévenir les personnes ayant été en contact avec un malade testé positif au coronavirus. Le gouvernement a assuré que son installation serait volontaire et ne permettrait pas la géolocalisation. Mais, pourtant, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, plusieurs pays ont franchi le pas, à l'image de la Russie, d'Israël ou encore de la Corée du Sud et de Singapour, qui ont misé sur le traçage numérique. Ils utilisent dans certains cas les données de géolocalisation, suscitant de vives critiques de leurs détracteurs qui ont dénoncé une atteinte aux libertés. Les fabricants de tests le disent. Aucun des tests ne peut détecter le virus SARS-CoV-2, mais seulement une infinitude de petits virus inoffensifs ou déchets de cellules exosomes qui font naturellement partie de notre microbiote. En clair, les tests détectent que vous avez déjà, par le passé, été en contact avec des coronagrippaux, ce qui est le cas de presque tout le monde, mais ne sont pas spécifiques au COVID, qui est la dernière corona à la mode. Donc, le fait d'être positif vous classera soit porteur sain, soit porteur malsain, c'est-à-dire suspect d'office justifiant peut-être le confinement ou la vaccination. À compter du 11 mai en France, ils vont imposer un dépistage massif dans toutes les écoles, jusqu'à 700 000 par semaine. Chaque directeur d'établissement scolaire va recevoir une ordonnance de 61 pages de la part du rectorat et imposer le test sans en informer au préalable les parents, car cela sera imposé par l'État. Une fois votre enfant, porteur sain, dépisté, ils obligeront toute la famille proche et contact à se faire dépister, reconfiner, puis vacciner. Vous serez dans l'obligation d'accepter ce dépistage, sinon ils garderont votre enfant. Ceci apparaîtra entre les lignes dans cette ordonnance envoyée dans chaque établissement scolaire. Passer par nos enfants est un plan stratégique diabolique pour abattre les résistances de beaucoup d'adultes. Une fois vaccinés, nous passerons du statut de faux malade à celui de vrai malade affaibli. C'est pour cette raison que l'unique message à véhiculer sur tous les réseaux sociaux et en France est le suivant. Ne vous faites pas dépister et ne laissez pas vos enfants se faire dépister sans votre consentement. Si en France, les gens comprennent ce message pour ne pas tomber dans leur piège, ils ne remettront pas leurs enfants à l'école entre les griffes de l'État. Déjà, le terme brigade sanitaire fait froid dans le dos, mais en plus, il y aura une commission pour chaque cas signalé. En 1940, ça s'appelait la milice, créée pour dénoncer à la Gestapo. Voilà de quoi motiver des vocations.
l'histoire se répète en version modernisée. Les détails ont été pris du site Ouest France, dont vous trouverez le lien dans la case de description sous la vidéo. Reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Shalom.